Donc, qu'est-ce que l'hypothalamus? L'hypothalamus, c'est quelques centimètres cubes, je crois que c'est 3 ou 4 centimètres cubes de cerveau. C'est 0,3% du cerveau, l'hypothalamus. 0,3%, 3 pour 1000. Et en fait, c'est grosso modo 3 grammes, à peu près, de cerveau. 3 grammes de cerveau. C'est même pas une petite cuillère, quoi. Hein? Donc c'est vraiment, c'est tout petit, petit, petit. Et pourtant, cette toute petite région diencéphalique, elle est à l'origine de tous les grands contrôles végétatifs et endocrines. Et c'est cette région en plus qui va être l'arbitre de l'homéostasie, c'est-à-dire de la régulation du milieu intérieur. 3 grammes de cerveau. Vous voyez, c'est quand même assez sidérant. Hein, et du coup, c'est un peu difficile. Ça fait vraiment partie de ces régions du cerveau qui sont plus difficiles à étudier sur le plan anatomique, parce que tout est imbriqué, un peu accolé, impacté, hein, sur des zones toutes petites, et qu'on voit rien. Quand je coupe un cerveau, je vois une petite bande grise, et puis point final, quoi, on voit rien. Et donc, là, il faut vraiment des investigations, des colorations, des marquages, enfin, toutes les méthodes de neuroanatomie pour savoir où sont les noyaux, où est-ce qu'ils se projettent, quelles sont leurs connexions, et c'est de là, on est vraiment dans de l'histologie, de la microbiologie et tout ce que vous voulez, hein. Mais de l'anatomie macroscopique, on voit rien ou presque rien. Bon. D'autre part, donc cette intégration d'informations viscérales et émotionnelles aussi, hein, elle est donc importante puisque globalement votre hypothalamus est à la base des grands contrôles, donc on a vu de l'héméostasie, régulation du milieu intérieur, et aussi des contrôles comportementaux. Et on verra notamment dans les régulations de la faim, de la soif, hein, avec, vous avez sûrement vu les leptines, notamment, on a dû vous en parler, hein, donc qui interviennent dans les régulations, les problèmes d'obésité, les problèmes d'anorexie, etc., passent aussi par les contrôles hypothalamiques, avec des espoirs justement d'agir sur ces cibles, puisque l'hypothalamus est dans des réseaux de régulation, des boucles de régulation, hein, et éventuellement on pourrait agir dessus. Voilà. Alors, si vous voulez, sur le plan morphologique, je rappelle que l'hypothalamus est une structure diencéphalique. Structure diencéphalique. Donc, dans la région du troisième ventricule, et tout particulièrement dans la paroi latérale du V3. Ce dessin, vous vous rappelez, on l'avait déjà vu. La région de l'hypothalamus est ici, l'hypothalamus. Je rappelle qu'en jaune, on avait le sous-thalamus, sauf que là, ça ne devait pas être jaune. Voilà, d'accord. Donc en jaune, c'était le sous-thalamus. Et puis ici, le thalamus, bien sûr, dans la paroi. Donc les 3 grandes régions, thalamus, sous-thalamus, hypothalamus en avant, hein, dans la paroi latérale, et le plancher, paroi latérale et plancher. Là, c'est marqué, excusez-moi, donc pas la peine de réécrire. Donc dans la paroi latérale et le plancher du troisième ventricule. Et le plancher, c'est important, parce que là, dans le plancher, il y a toute la glande hypophyse qui est appendue au plancher, et les relations hypothalamo-hypophysaires, hein, avec des noyaux qui partent du plancher. Puis il y a le corps mammillaire dans le plancher. Le corps mammillaire, c'est un noyau de l'hypothalamus. Donc vous voyez, faut pas l'oublier, ce plancher. Alors ici, c'est juste pour revoir un peu en détail, mais bon, c'est la même chose, hein. Je rappelle, dans votre troisième ventricule, en avant, vous aviez la lame terminale, vous vous rappelez, la lame terminale, qui est d'ailleurs d'origine télencéphalique, c'est ça. Et puis, après, vous aviez la coupe du chiasma optique, CH, le chiasma, hein, et dans le plancher, donc le chiasma, vous le retrouvez ici, parce que là, vous avez les nerfs optiques, voilà, et puis, vous avez le chiasma en arrière, comme ça, bon, c'est une vue un peu en biais, voilà. Et juste en arrière du chiasma, l'infundibulum, c'est la région qui descend avec la tige pituitaire à laquelle est suspendue la glande hypophyse. Et puis, en arrière de cet infundibulum, toute la région du tubaire.
la région du tubaire. Et là-dedans, il y aura les noyaux du tubaire, on verra tout à l'heure, qui sont à l'origine de faisceaux qui descendent vers l'hypophyse. Et puis toujours dans ce plancher, le corps mammilaire, c'est un complexe nucléaire, le corps mammilaire. Il y a un noyau mammilaire médial, latéral, et puis d'autres groupes cellulaires. Donc le corps mammilaire qui fait partie, évidemment, du plancher. Voilà. Et en fait, l'hypothalamus va s'arrêter en arrière, globalement, va s'arrêter en arrière du corps mammilaire. Voilà, c'est le corps mammilaire, c'est la limite postérieure. Ça, c'est vrai pour l'hypothalamus médial. L'hypothalamus latéral, c'est un peu plus flou. Enfin bon, on va garder cette référence. Corps mammilaire en arrière. Alors, si moi je me mets face au tronc cérébral, bon, et puis je lève les yeux. Je lève les yeux, donc je mets mon œil ici. Voilà. Et qu'est-ce que je vois? Je vois toute la partie exoventriculaire du plancher du troisième ventricule. C'est la photo qui est là-bas. Vous voyez par en dessous, vous voyez le chiasma qui est vu par en dessous, ici. Après, vous voyez la tige pituitaire là qui est en train de descendre, la voici. La tige pituitaire, mais vue par en dessous, donc on la voit en fuite. Ensuite, vous voyez la région du tubaire, c'est toute cette région qui est en arrière de la tige pituitaire. Voilà, région du tubaire, en arrière. Puis après, vous voyez les boules qui sont là, au plancher, mais vous regardez par en dessous, et vous voyez ces deux boules, les corps mammilaires, donc au plancher, portion exoventriculaire. Tout ça, c'est du plancher, c'est de l'hypothalamus, en fait, que vous voyez par en dessous. D'accord? Voilà. Alors, cet hypothalamus, il est subdivisé tout d'abord de dedans en dehors, en trois grandes régions. Et vous allez voir qu'à l'intérieur de chaque de ces régions, après on verra des noyaux d'avant en arrière, rostro-caudal. Donc, de dedans en dehors déjà. Eh bien, tout d'abord, la coupe, elle est évidente, vous connaissez par cœur, puisque vous avez le fornix là-haut en coupe coronale. Ça, c'est une coupe coronale avec le fornix. Vous avez un petit peu de thalamus, mais alors normalement il ne devrait pas rien avoir, parce que si je suis dans le thalamus, j'ai quasiment pas d'hypothalamus dans la coupe. C'est en avant du thalamus qu'il y a beaucoup plus d'hypothalamus, évidemment. Parce que quand il y a du thalamus, en dessous du thalamus, c'est le sous-thalamus. Donc là, j'ai frôlé l'extrémité antérieure du thalamus. C'est pour ça qu'il est tout petit. C'est vraiment l'extrémité, c'est le noyau antérieur qui est là. Donc, tout. Alors là, en fait, de ce côté, c'est même un peu plus, parce que je pense qu'on doit voir. Elle est de travers, la coupe. On a quand même l'impression que là, il y a plus de thalamus. C'est pour ça que je vous ai pas indiqué l'hypothalamus de ce côté. Par contre, ce côté, c'est en biais, est plus antérieur. Là, il n'y a pas de thalamus du tout. Là-haut, il y a du noyau caudé, bien sûr, noyau caudé, mais pas de thalamus. Donc, on a trois régions. La zone périventriculaire. Alors, la zone périventriculaire, c'est des groupes cellulaires, mais vraiment dans la paroi latérale, ici, du troisième ventricule, très superficielle. Donc, bon, on va en parler un petit peu, mais vous verrez que ça fait partie de ces groupes de cellules, petites cellules, parvocellulaires, des noyaux à petites cellules, parvocellulaires, qui vont contrôler l'antéhypophyse. On verra ça après. Ensuite, plus en dedans, on va décrire donc l'hypothalamus médial. Alors là, par contre, il est magnifique. C'est plein de noyaux bien nets, qui sont quand même bien définis, et qu'on va décrire d'avant en arrière. Alors ça, c'est pour après. Donc, l'hypothalamus médial. On va voir, par exemple, que dans cet hypothalamus, il y a des régions qui régulent la température, qui régulent les comportements de faim, de soif, etc. Plein de régulations, et y compris les sécrétions, les neurosécrétions d'ADH, la vasopressine, l'hormone antidiurétique, et d'ocytocine lors du déclenchement de l'accouchement. Donc on va y revenir, bien sûr, après. Et puis, une partie beaucoup plus floue, qui est l'hypothalamus latéral, et cette partie latérale, donc, dedans, on ne va pas segmenter les noyaux. On dit l'aire hypothalamique latérale. Donc, il y a un ensemble de cellules là-dedans, ça fait l'aire hypothalamique latérale, et entre les deux, eh bien, va circuler le fornix, et regardez, il est là, le fornix. Voilà, il est là aussi.
hein, c'est la bande blanche, c'est la colonne du fornix ici qui est en train de descendre, hein, et qui sépare le plan entre l'hypothalamus médial et l'hypothalamus latéral. Voilà les grands principes, hein, quelques petites cellules en dedans, périventriculaires, des noyaux très organisés ensuite dans l'hypothalamus médial, et une aire un peu plus floue dans l'hypothalamus latéral. Et on va rentrer maintenant plus précisément dans ces régions. Donc la première, la plus interne, c'était la zone, l'aire périventriculaire. Voilà. Alors vous voyez en histologie, ce que je vous disais, c'est des cellules. Ce sont donc des cellules de petite taille, une région parvocellulaire, système parvocellulaire. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et ça va avec d'autres cellules, d'autres systèmes, d'autres noyaux à petites cellules, il va contrôler l'antéhypophyse. Donc voilà les deux idées clés principales, hein, petites cellules, contrôle l'antéhypophyse avec d'autres, hein, grâce à ces molécules. Vous avez fait déjà toutes les libérines, les statines, tout ça. Non, bah c'est pas fait, vous allez le faire, hein, dans la foulée. Hein. Des molécules qui sont synthétisées par ces noyaux sont des molécules qui vont contrôler l'hypophyse. Soit elles vont inhiber la sécrétion des hormones par l'hypophyse, hein, c'est donc les statines. Hein. Soit ça va au contraire libérer les hormones par l'hypophyse, et donc là, ce sont les libérines ou les releasing factors, hein, et inhibiting factors, les statines. Voilà. Alors, si on va maintenant sur le deuxième plan, on va étudier le deuxième plan, c'est l'hypothalamus médial. L'hypothalamus médial, lui, je vous ai dit, il est formé de noyaux d'avant en arrière qui sont bien individualisés. Alors du coup, il faut les décrire. J'ai mis des couleurs. On va dire, voilà, on a des régions, plusieurs grandes régions, mais on est toujours à l'intérieur de l'hypothalamus médial, hein, entre l'aire périventriculaire en dedans et l'aire hypothalamique latérale en dehors. Ces noyaux, vous voyez, c'est des noyaux, là. Ce sont des noyaux qui sont donc très en avant, enfin étendus d'avant en arrière, hein, en plusieurs grands groupes que je vais vous séparer maintenant. Premier groupe, le groupe chiasmatique, c'est-à-dire qui est au-dessus du chiasma, voilà le chiasma, et là vous avez un groupe chiasmatique. Hein. Alors en fait, on aurait pu le diviser en deux, c'est-à-dire une région préoptique en avant, et puis chiasmatique, hein, mais bon, j'ai mis une couleur différente pour ce qui est préoptique. En avant, c'est une région préoptique, et en arrière, des noyaux qui sont dans ce secteur chiasmatique. Ensuite, on va individualiser en jaune les noyaux qui sont dans la région du tubaire et à l'aplomb du tubaire, donc la région du tubaire. Donc on va les décrire, vous voyez, là il y a le ventromédian, le dorsomédian, on va les faire de toute manière, hein, et puis le noyau du tubaire, bon, peu importe. Et puis en arrière, on aura une troisième région, toujours dans cet hypothalamus médial, HM, hypothalamus médial, c'est la région mammillaire. Hein, et là donc il y a le corps mammillaire, et on va voir qu'il y a un noyau postérieur de l'hypothalamus qu'on décrit aussi. Voilà. Alors on va les prendre un par un, et on va commencer par la partie la plus antérieure, c'est-à-dire par la partie chiasmatique. Donc dans cet hypothalamus médial, et on commence par la première aire très en avant, qui déborde l'hypothalamus, qui déborde le troisième ventricule en avant, hein, comme on le voit ici, et qu'on va appeler l'aire préoptique. Alors, cette aire préoptique, elle est assez particulière, parce que d'abord, on s'aperçoit que sa taille varie en fonction du genre. Par exemple, bon, aussi bien chez l'homme que chez le rat, hein, le volume de cette, selon que c'est un homme ou une femme, ou c'est mâle ou femelle chez l'animal, il y a une différence de volume, ce qu'on appelle un dimorphisme sexuel. Et effectivement, on voit que chez le rat, que selon l'imprégnation donc aux hormones stéroïdiennes, au moment du développement, soit il y a une imprégnation ou pas, et les stéroïdes gonadiques du rat vont
faire diverger cette évolution vers un volume plus important, un volume plus petit, d'où le dimorphisme sexuel. Bon. Et en fait, ce noyau a un rôle dans le développement des gonades, donc gonadotrophiques, voilà, et en plus, il va, chez l'adulte, avoir un rôle dans des régulations de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque. Voilà un peu les deux premières grands rôles. Et on ajoute, je l'ai mis ici, une fonction sur la régulation thermique. Et vous allez voir que la régulation thermique, elle est gérée par plusieurs noyaux, avec des noyaux qui sont plus récepteurs, thermosensibilité, des noyaux qui sont producteurs de chaleur, ou au contraire, donc soit qui vont entraîner une hyperthermie lorsqu'ils agissent, soit au contraire vont inverser le mécanisme dans le cas où il y a une élévation de la température. Voilà. Donc c'est plusieurs régions hypothalamiques, dont l'hypothalamus latéral, qui est important aussi dans ces régulations. On va voir au fur et à mesure. Donc une aire antérieure qu'on appelle préoptique. Je recule, et on tombe maintenant dans tous ces noyaux rouges foncés ici, avec un premier, le noyau qui est au-dessus du chiasma, donc la petite flèche vous le montre bien, voilà, le noyau suprachiasmatique. Noyau suprachiasmatique. Alors, ce qui est intéressant dans ce noyau, qui est tout près du chiasma, ça tombe très bien, c'est que la rétine lui envoie des informations visuelles, directement, rétino-hypothalamique. Projection rétino-hypothalamique. Donc ça, c'est un petit circuit court qui, au lieu d'aller au corps genouillé latéral pour faire de la vraie vision, là, on dit, attention, il fait nuit, il fait jour, on est dans un cycle d'hiver, dans un cycle d'été, les journées sont longues, les journées sont courtes, etc. D'ailleurs, chez l'animal, quand on détruit ces systèmes photosensibles, nous, là, on n'est pas photosensible, c'est la rétine qui... mais quand on détruit ces systèmes, eh bien, on perturbe complètement leur cycle de production. Là, ça coupe, là. Vous m'entendez? J'ai des micro-coupures, ça va, vous m'entendez? Donc, les cycles de reproduction peuvent être altérés. Et vous voyez que le rôle de tout ça, c'est évidemment de jouer sur les rythmes circadiens et de vous donner une information extérieure. Chez l'animal, c'est souvent la glande pinéale qui est photosensible. Chez l'homme, le cerveau est tellement recouvert tout que du coup, la pinéale derrière, la pinéale, qui chez les batraciens, de près, bon, je suis pas très, mais bon, d'après ce que j'en sais, elle est plus superficielle et en tous les cas, elle est plus photosensible. Voilà. Alors, le deuxième noyau, c'est le noyau antérieur. Le noyau antérieur, il est là, voilà. Donc on est toujours dans cette région qui est au-dessus du chiasma. Et ce noyau antérieur, il a un rôle dans la thermorégulation, puisqu'il va aider à dissiper la chaleur. Vous savez que la constance de la température du noyau central est très importante, vous l'avez probablement étudié en physio, et qu'on a des mécanismes qui permettent de dissiper la chaleur. C'est pour conserver la chaleur du noyau central. Moi, je dissipe à ce moment-là en périphérie la chaleur, c'est-à-dire je vasodilate en périphérie. Plus on vasodilate, plus on fait des échanges périphériques, et ça permet de dissiper de la chaleur. Pour ça qu'on devient bien rouge, etc. Puis on peut et tout ça, c'est dont les lésions, je vous ai mis, vont entraîner donc du coup une hyperthermie évidemment. Bon. Alors évidemment, ces noyaux, lorsqu'ils sont altérés fonctionnellement, comme dans une infection, entraînent cette hyperthermie que vous connaissez dans les infections. Le noyau paraventriculaire, c'est le deuxième noyau qui est là un petit peu au-dessus. Voilà. Ce noyau paraventriculaire, il est extrêmement intéressant. On va en reparler tout à l'heure. Pour l'instant, je ne parle que de sa composante à petites cellules, parvocellulaire. Donc, le noyau paraventriculaire, il y a une partie à petites cellules, partie parvocellulaire, petites cellules, et comme d'habitude, exactement comme la zone périventriculaire, cette région contrôle donc l'antéhypophyse, puisque c'est le rôle de tous ces groupes de noyaux à petites cellules.
Il contrôle l'anté-hypophyse. Je vous ferai un petit tableau tout à l'heure avec les différents contrôles hormonaux, on verra après. Et enfin, un petit rôle sur le sympathique, puisque ici, ce noyau paraventriculaire va contrôler les centres sympathiques qui, je le rappelle, sont situés dans la moelle thoracique et lombaire, thoraco-lombaire. D'accord ? Toutes les colonnes latérales de la moelle, on a les centres sympathiques et les nerfs sympathiques qu'on va voir dans le dernier cours, juste tout à l'heure. Donc, maintenant, ce noyau paraventriculaire, il a une deuxième composante. Une composante à grande cellule, magnocellulaire. Alors, on va le retrouver dans ce système ici, qu'on va appeler le système magnocellulaire. Un système, donc, de noyaux à grande cellule. Deux noyaux sont importants. Premièrement, le noyau supraoptique, donc qui cette fois est au-dessus du chiasma, mais vous voyez un petit peu plus en arrière ici, donc le noyau supraoptique. Et deuxièmement, la portion magnocellulaire du noyau paraventriculaire. Mais portion magnocellulaire. Voilà, c'est pour ça qu'on le voit deux fois, mais là c'est sa partie à grande cellule. Alors là, c'est vraiment très intéressant, parce que ces deux noyaux, le noyau supraoptique et le noyau paraventriculaire, dans leur composante bien sûr magnocellulaire, évidemment, magnocellulaire, eh bien ces deux noyaux-là ont un rôle exceptionnel dans le cerveau, c'est un rôle de neurosécrétion. Neurosécrétion. C'est-à-dire que les neurones eux-mêmes, au lieu de synthétiser des neurotransmetteurs, l'adrénaline, l'acétylcholine, ou ce que vous voulez, le GABA, ils vont sécréter l'hormone elle-même, et ce sont les deux hormones que je vous ai mis ici, c'est-à-dire l'hormone antidiurétique, la vasopressine. Alors ça, évidemment, c'est une sécrétion qui est assez régulière, qui module donc tout, c'est l'hormone antidiurétique, donc ça contrôle la diurèse. Et une autre qui est sécrétée que dans des conditions particulières, puisque l'ocytocine est déclenchée ici, déclenche l'accouchement, et puis un rôle dans l'initiation de la lactation aussi. Donc ocytocine, neurosécrétion. Voilà. Alors, cette neurosécrétion, elle se fait pas n'importe où. Les neurones issus des noyaux paraventriculaires supraoptiques envoient leurs axones directement dans la post-hypophyse. C'est pour ça qu'ici, l'hypophyse est séparée en deux parties, voilà, par une petite cloison ici, et on voit les axones qui descendent uniquement dans la post-hypophyse, où vous avez les artères hypophysaires, là ici l'artère hypophysaire inférieure, qui donne un réseau capillaire fenestré, et donc en rapport avec les terminaisons des axones. Et ces terminaisons d'axones libèrent les hormones qui vont pénétrer directement dans la circulation, grâce à ces capillaires fenestrés qui peuvent recevoir les hormones, vasopressine et ocytocine. Voilà. Alors, les lésions de ces noyaux peuvent entraîner ce qu'on appelle un diabète insipide. C'est un diabète où on a ces premiers symptômes, c'est une soif intense, et donc une polyurodipsie qui est caractéristique. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est très très intéressant. On est dans le cadre du contrôle de la post-hypophyse, la libération, la neurosécrétion dans la post-hypophyse d'hormones, neurosécrétion. On arrive alors à la région du tubaire, puisque là on vient de voir tous les noyaux rouges, la région chiasmatique. Maintenant je vais dans les noyaux jaunes, c'est-à-dire la région du tubaire. Dans l'hypothalamus médial, ce sont les noyaux du tubaire, de la région du tubaire. Alors, un noyau très important, le premier,
c'est le noyau arqué, ou noyau du tubaire, tout simplement, hein, c'est pareil, hein, tubaire ou arqué. C'est ce petit noyau qui est dans le tubaire lui-même, le noyau arqué, voilà. Alors ce noyau fait partie, lui aussi, du système à petites cellules, parvocellulaires, donc lui aussi contribue à commander la sécrétion de l'antéhypophyse, hein, et donc il va fournir, ce système va fournir des statines ou des libérines qui contrôlent l'antéhypophyse. Libérines et statines qui contrôlent l'antéhypophyse. D'accord? Donc voir le petit tableau qu'on fera après. Bon. Alors là, je vous ai mis quelques exemples du contrôle. Ça contrôle donc la dopamine, la prolactine inhibiting factor, le PIF, hein, etc. Donc vous verrez ça dans le tableau. Bon. Le faisceau qui va du noyau du tubaire à l'hypophyse, à l'antéhypophyse, c'est donc le faisceau qu'on appelle tractus ou faisceau tubéro-hypophysaire, hein, tout simplement, qui descend vers l'antéhypophyse, tout simplement. En fait, vous allez voir que les contrôles de l'antéhypophyse, c'est pas du tout la neurosécrétion, bien sûr, c'est un système porte hypophysaire. Et donc, je vais vous montrer ça dans 2 secondes. Hein. Mais pour l'instant, je reste global. Voilà. Alors, ce système porte, voici, on va zoomer la région du plancher. Ce dessin n'est pas parfait, je l'avoue, hein, mais on va y arriver. On voit donc la lame terminale, comme d'habitude. On voit donc le chiasma, CH. On voit la région du tubaire, la région, je vais te faire mieux, voilà, la région du tubaire, voilà, hein, et puis l'hypophyse. Alors, à l'origine ici de la tige pituitaire, on a une zone qu'on appelle l'éminence médiane. Bon, ce qui va se passer, c'est que vous avez les artères hypophysaires supérieures, qui va pénétrer dans l'éminence médiane, et là, tout de suite, l'artère hypophysaire supérieure va fournir un premier réseau capillaire. Donc vous avez des capillaires côté artériel, des capillaires côté veineux, et là, on a un premier réseau capillaire donc qui est artério-veineux, qui est tout à fait banal. Je vais d'ailleurs, le mieux, ça serait de symboliser un peu mieux les choses. Regardez. Donc, on va arriver dans l'éminence médiane. Dans l'éminence médiane, je vais fournir mon réseau capillaire. Ce réseau capillaire dans l'éminence médiane fait sa jonction, évidemment, avec le réseau capillaire veineux. Voilà, là, je vais exagérer exprès. Hein. Et j'ai une veine porte. C'est une veine qui fait la jonction entre 2 réseaux capillaires. Et donc, cette veine porte, hypophysaire, ici, va elle-même refournir un réseau capillaire, mais veineux, hein, évidemment, parce que là, c'est fini, hein, et qui va, enfin, s'anastomoser avec les veines efférentes, les veines hypophysaires efférentes, et vous avez un deuxième réseau, hein, un deuxième réseau capillaire, voilà, ici, mais les véno-veineux, puisque là, on avait un réseau capillaire artério-veineux, et là, un réseau capillaire véno-veineux, et une veine porte entre les deux. Voilà. Alors, ce qui va se passer, c'est que les axones qui fournissent les différentes libérines ou les différentes statines, hein, c'est-à-dire les molécules qui contrôlent l'activité de l'antéhypophyse, donc on va marquer ici les libérines ou les statines qui contrôlent l'activité de l'antéhypophyse, vont être libérées dans le premier réseau capillaire, donc au niveau de l'éminence médiane, où on a le premier réseau capillaire, et on a vu qu'ici on avait l'artère hypophysaire supérieure, là, qui arrivait, puis qui fournissait le sang, ici, dans ce premier réseau capillaire. Et alors, effectivement, les libérines et les statines qui sont transmises vont circuler dans la veine porte, voilà, les libérines et les statines, et puis, ici,
dans l'anté-hypophyse, puisque là on y est, hein, eh bien vont commander les cellules, vont pouvoir fournir le message aux cellules de l'anté-hypophyse, soit bloquer leur sécrétion hormonale, soit au contraire entraîner une sécrétion de l'anté-hypophyse. Hein. Donc, si je reviens sur le schéma précédent, c'était une sorte de zoom du système porte. Voilà. On avait le premier réseau qui était en haut dans l'éminence médiane et le deuxième réseau qui est situé là dans l'anté-hypophyse. Vous voyez, c'est pas très très net, il faudrait que je modifie mon petit dessin. Voilà. Et vous voyez le faisceau, ici, un faisceau par exemple, qui part du noyau du tubaire, un tubéro-hypophysaire, ou qui part de la zone périventriculaire, etc. Enfin, de tous les noyaux à petites cellules, du système donc parvocellulaire, et qui descendent comme ça vers l'éminence médiane pour fournir leur libérine et pour fournir leur statine. D'accord ? Voilà. Alors, je fais un petit tableau, mais franchement, c'est à titre indicatif, puisque en physiologie, évidemment, vous allez refaire tout ça, en physiologie endocrine. Ici, je vous ai mis l'hormone qui, in fine, doit être produite. Hein, alors vous avez, je sais pas, vous avez déjà fait, non, peut-être pas encore, hein, mais vous allez le faire, hein, c'est obligatoire. Alors ce petit tableau, bah, vous le reverrez. Je suis pas sûr qu'il soit dans le poly, je m'en rappelle plus très bien, mais vous aurez le PDF. Vous aurez le PDF, de toute manière, qui sera aussi en ligne. L'hormone de croissance. Alors je vous ai mis la différente terminologie. Hein, en anglais, avec les termes plus internationaux, etc. Hein, hormone de croissance, somatotrope, vous voyez, lutéinisante, etc. FSH, LH, thyréotropine, thyrostimuline, etc. Je vous ai mis ici les deux facteurs, hein, c'est-à-dire d'un côté, voilà, je vous ai mis les libérines, voilà, ici j'ai mis les libérines, hein, donc les releasing factors. Et puis là, je vous ai mis des statines qui sont des inhibiting factors, les facteurs qui bloquent, hein, et avec les noms pour chaque, enfin les principaux noms donc pour chacun. Donc là, je vais passer évidemment, ça c'est de l'ordre de la physio, Alors, toujours dans la région du tubaire, il y a d'autres noyaux. Les deux autres, c'est le dorsomédian. D'abord, et puis après on verra le ventromédian. Donc le noyau dorsomédian, qui est dans la paroi latérale du troisième ventricule, là, c'est beaucoup plus un noyau qui est en rapport avec le système limbique. Vous vous rappelez, je vous ai montré combien il y avait de relations entre l'amygdale qui se projette par la voie amygdalofuge, par la strie terminale aussi, hein, le composant post-commissural qui va vers l'hypothalamus, la voie amygdalofuge ventrale qui va à l'hypothalamus, l'hippocampe aussi, via le fornix. Je vous ai dit l'hippocampe, via le fornix, envoie en arrière, post-commissural vers l'hypothalamus, pré-commissural vers la région septale. Même le noyau septal qui envoie des projections aussi à l'hypothalamus, etc. Donc ces relations fortes du système limbique, hein, sur l'hypothalamus vont se projeter en particulier sur ces noyaux. Ici, le noyau dorsomédian, voilà, avec des rôles, notamment, connus actuellement, concernant la faim et des comportements. Donc, vous voyez que la stimulation chez l'animal va entraîner des comportements d'hyperphagie, va manger, vont être obèses comme tout, et éventuellement peuvent être agressifs aussi. Hein. Donc, vous voyez les relations sur le comportement de l'hypothalamus. Le noyau ventromédian est un noyau qui est situé plus en dessous, toujours dans cette région du tubaire. Et là, c'est pareil, on est encore dans des afférences limbiques, bien sûr, puisque c'est l'amygdale notamment, donc afférence limbique. Donc tout ça, hein, ce sont des noyaux qui sont en contact avec le système limbique. Et là, vous voyez que ce noyau, au contraire, lui, va gérer plutôt la satiété, hein, il calme, il inhibe la faim, hein, et puis les lésions, bah voilà, va entraîner donc l'obésité. Voilà, parce que tout à l'heure c'était la stimulation, hein, qui entraînait l'obésité de l'autre noyau. C'est l'inverse, hein, évidemment, c'est l'inverse. Bien, voilà donc pour ces noyaux du tubaire.
En dessous, le noyau arqué qui contrôlait l'anti-hypophyse, très largement. Au-dessus, les noyaux médians, ventraux, médians, dorsaux médians, qui sont en relation avec le système limbique, et un rôle dans les comportements de faim, notamment. Bon. En arrière, on tombe dans la région mammillaire, en bleu. Et là, on aura bien sûr d'abord le corps mammillaire, CM, et après le noyau postérieur. Alors, le corps mammillaire, le corps mammillaire, en fait, c'est un complexe nucléaire dans lequel on a plusieurs noyaux, le noyau mammillaire médial et latéral, au minimum, parce qu'il y a des petits groupes supplémentaires. Et vous savez que ce noyau, on l'a déjà vu ensemble, reçoit comme afférence le fornix, la colonne du fornix, bien sûr. Afférence, c'est la colonne du fornix, qui elle-même transmettait des informations de l'hippocampe. Donc, ce sont les afférences hippocampiques. On est au cœur du circuit de Papez, évidemment. Ensuite, les sorties, les efférences de ce noyau, il y en a deux principales. Une que vous connaissez parfaitement, puisqu'il s'agit du faisceau mammilothalamique, le faisceau mammilothalamique qui remonte comme ça, mammilothalamique, et qui remonte au noyau antérieur du thalamus. Vous vous rappelez, qui relayait donc après ces informations au gyrus singulaire, vous vous rappelez, circuit de Papez. Ça, c'est la première projection, dite projection mammilothalamique. La deuxième projection intéressante, c'est une projection un faisceau mammilo-tegmental. Le faisceau mammilo-tegmental. Et donc, c'est une projection qui va du corps mammillaire au tegmentum mésencéphalique. Et là, vous avez de la réticulée mésencéphalique qui va recevoir ces informations et la relayer donc vers tous les systèmes végétatifs. Faisceau mammilo-tegmental. D'accord ? Donc là, on est au cœur du système limbique, circuit de Papez essentiellement. Enfin, le deuxième noyau, j'avais dit, dans cette région, c'est le noyau postérieur. Il est dans la paroi latérale, parce que le corps mammillaire, rappelez-vous, il est dans le plancher. Il est dans le plancher, alors que le noyau postérieur est dans la paroi latérale. Sa limite n'est pas très claire en arrière, mais nous, on va dire qu'il s'arrête grosso modo en arrière du corps mammillaire, mais ce qui n'est pas tout à fait vrai. Là encore, dans son rôle très général, c'est régulation de fonctions végétatives, et d'un côté, régulation de la pression artérielle, et thermorégulation, puisque cette région est censée produire de la chaleur, thermorégulation, production de chaleur. Comment est-ce qu'on produit de la chaleur lorsqu'on est en hypothermie? Eh bien, on produit en faisant de l'activité musculaire. Donc, il y a les poils qui se hérissent, la piloérection, érection. Vous avez ensuite les frissons. Donc, c'est une activité musculaire qui produit de la chaleur. Voilà. Donc, c'est deux moyens, entre autres, de produire de la chaleur. Eh bien voilà pour l'hypothalamus médial. Donc ça fait quand même, dans ces 3 grammes de cerveau, ça vous fait un tas de noyaux qui interviennent dans pas mal de choses. Eh bien maintenant, on regarde dans l'hypothalamus latéral. Cette fois-ci, alors ça sera plus simple. Je vous ai dit, il n'y a pas vraiment de noyau. C'est l'air, on l'appelle souvent l'air hypothalamique latéral. Voilà, parce que il n'y a pas de très beau noyau bien individualisé. Bon. Eh bien, elle est bien située en dehors de la colonne du fornix, FO, qui est ici, colonne du fornix, et on a cette région qui contient les neurones de l'aire hypothalamique latéral. D'ailleurs, dans cette aire, il y a un autre faisceau qui la traverse. Je vous en ai un peu parlé, je crois, le faisceau médian lutéencéphale. Oui, je sais pas. En fait, je crois que j'en ai pas trop parlé.
parce que j'aurais dû vous en parler, j'ai dû sauter une diapo dans le système limbique, bon, c'est pas très très grave, c'est en fait la sortie du noyau septal qui traverse l'hypothalamus. Bon, je vais vous le marquer quand même ici, voilà, noyau septal, donc ça on l'a fait tout à l'heure, et il y a un grand faisceau qui en sort, hein, c'est le faisceau médian du télencéphale. Voilà. Faisceau médian du télencéphale et qui traverse tout l'hypothalamus latéral. Bon. Donc ici encore, cette région, parmi ses rôles, il y a un rôle d'intégration des informations limbiques. Donc, voilà, intégration des informations limbiques. Et vous retrouvez son rôle sur l'induction de la faim, induction de la soif, hein, et les lésions de cette région peuvent entraîner chez l'animal une véritable anorexie, il ne s'alimente plus et peut dépérir. Donc, aire hypothalamique latérale. Donc c'est vraiment très global, hein, ce que je vous indique. Évidemment, chaque mot, derrière chaque mot, il y a des développements énormes, hein, des recherches, des travaux. Là, évidemment, je reste très succinct. Alors, je voulais quand même, pour faire la synthèse, justement, vous montrer ce magnifique dessin fait par Nieuwenhuis, hein, Human Neuroanatomy, et qui vous montre tout ce qu'on a vu, c'est un peu la synthèse des grands faisceaux qu'on a vus là depuis quelques heures. Essayons de comprendre ensemble ce très beau dessin. Alors là, vous savez ce que c'est, ça. Ça, c'est la coupe sagittale d'un étage que vous connaissez, qui est l'étage du pont. Avec en arrière, ici, une cavité. Cette cavité, c'est bien sûr le 4e ventricule, qui est là. Et qui se continue par une petite cavité très simple, là, qui est l'aqueduc cérébral, ou de Sylvius, si vous voulez, mais c'est l'aqueduc cérébral en terminologie internationale. D'ailleurs, en arrière, vous voyez les petites boules, comme ça, c'est bien sûr les colliculus supérieurs et inférieurs que vous retrouvez ici, relais des voies de l'audition en bas, I, inférieur, et sup, c'est les relais de voies réflexes auditives, visuelles, évidemment. D'accord? Dans le tegmentum, au milieu du mésencéphale, vous voyez un noyau, là, bien rond. Quel est le gros noyau rond qui est situé dans le mésencéphale, dans le tegmentum? C'est le noyau rouge. Vous voyez? Et puis, je monte, et quand je remonte dans l'aqueduc cérébral, j'arrive dans le 3e ventricule. Là, j'ai les parois du 3e ventricule qui ont été complètement explosées. Qu'est-ce qu'on a laissé en place? Un gros noyau ovoïde. Oh là, zut. Alors ça, vous savez ce que c'est, évidemment. C'est le thalamus, grand T, thalamus. Et puis en arrière, vous voyez une glande, là. Voilà, vous savez ce que c'est aussi. La pinéale, P, pinéale, qui donne ici la strie médulaire, ce qu'on appelle l'abénula. Et comme on le voit très bien ici, l'abénula, on la dessine toujours dans le mauvais sens, mais vous voyez que, en fait, les fibres commencent ici de la région, c'est quelle région qui est là? En avant de la commissure antérieure, la coupe de la commissure. Eh bien, cette région, c'est la région septale. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette région septale? On voit des fibres qui partent comme ça et qui atteignent l'abénula. Vous voyez? Voilà. Hein? Et puis, on voit des fibres qui viennent de la strie médulaire qui accompagnait le noyau caudé. C'est pour ça que c'est très haut, là, parce que ça longe le noyau caudé, hein, c'est le long du ventricule latéral, au-dessus. Hein. Et il y a aussi, donc, des composantes qui ont pour cible la région septale. D'accord? Et le fornix, en deux. Vous avez votre fornix, pareil. Si le fornix, il va bien au corps mammillaire, ici. Mais le fornix, il donne aussi, je vais effacer mes petites... le fornix, il va donner ici, regardez, on voit les fibres qui partent en avant, comme ça.
voilà, vers la région septale. C'est le segment précommissural. Vous voyez que la plupart de ces grands faisceaux, qui ont une forme courbée, arquée, quand ils arrivent près de la commissure antérieure, ils donnent des branches vers l'avant, région septale, des branches vers l'arrière, hypothalamus et thalamus. Voilà, c'est ça le principe. Donc c'est assez simple. Eh bien, si je regarde la région septale, je vais voir que partant de la région septale, j'ai une espèce d'énorme faisceau, celui-là, là, qu'on voit ici, qu'on voit là, et qu'on voit là. Ce grand faisceau va traverser l'hypothalamus, et ce faisceau, c'est le faisceau médian du télencéphale. Et c'est lui qui va relayer les informations du système limbique, qui, via la région septale, clac, l'envoie à l'hypothalamus et au tronc cérébral. C'est le fameux continuum septo-hypothalamo-mésencéphalique de Notta dont je vous ai parlé au départ, où je vous disais, il y a une interface entre le système limbique puis l'hypothalamus et le tronc cérébral. C'est grâce à ces grands faisceaux que ça communique et qu'on transmet les informations. Regardez le corps mammillaire. Vous voyez un très beau faisceau mammillo-thalamique. On va au noyau antérieur du thalamus qui est assez haut. Je vais le faire peut-être en rouge. Le faisceau mammillo-thalamique et un faisceau mammillo-tegmental qui va donc à la région du mésencéphale. Tegmentum, là c'est le noyau interpédonculaire. Etc. Vous voyez, c'est vraiment, là on a vu pas mal de faisceaux. Et puis ici, vous avez peut-être reconnu cette espèce de complexe nucléaire. Oui, alors attendez, on voit pas très bien. Enfin là, en tous les cas, ici, a priori, on est dans l'incus en transparence, c'est pas très bien dessiné. On est dans la région de l'amygdale, évidemment, qui est dans la 5e circonvolution temporale. Bon. Voilà. Et ça, c'est une synthèse sur le fornix qui vous montre ses composantes précommissurales, région septale, postcommissurale, thalamus, hypothalamus, et sa colonne qui arrive au corps mammillaire. Tout ça, vous connaissez par cœur, c'est très facile. Voilà. Ici, sous forme de dessin, ce que je vous ai déjà montré, de la région septale, une grande autoroute qui fait communiquer le système limbique, via la région septale, avec l'hypothalamus et le tegmentum mésencéphalique. C'est ça le continuum septo-hypothalamo-mésencéphalique. C'est dans les deux sens que ça marche. Voilà. Bon, on a tout fait déjà, donc c'est la même chose en dessin. Voilà. Bien. Allez. On arrête là. Non, attendez. Je fais une pause, mais il y a quand même le système nerveux végétatif à faire. C'est pas un arrêt complet, Donc on fait une petite pause.